Marek Uden enseigne à la Solvay Brussels School of Economics and Management. Ses recherches portent sur la finance durable, l'innovation sociale, la résilience économique et l'éthique des affaires. Depuis novembre 2022, il préside le conseil de surveillance des finances chez Finance Watch. Bonjour Marek. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pour cette deuxième édition de la salle de prof. En fait, je voudrais commencer avec une question un peu forte. J'ai vu une interview récente que tu as donnée. Tu étais amené à répondre à la question « Il faut choisir entre écologie et barbarie ». Je voudrais aller un peu plus loin. On pourrait dire dans une certaine mesure que ce modèle économique qui règle nos sociétés est à la base de la crise climatique qu'on vit pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait en conclure que la crise climatique sera la fin du capitalisme comme on le connaît aujourd'hui en fait? La question n'est pas aussi évidente que ça va l'air, mais elle est très pertinente. Je pense qu'il y a différents types de capitalisme, pour commencer déjà. Donc il y a un capitalisme, on voit par exemple plus scandinave, un capitalisme rhénan, etc. Donc la question c'est peut-être aussi quel type de capitalisme va prévaloir dans le futur ou ne prévaloir pas. Globalement, je pense qu'en fait, la spécificité aussi du capitalisme ou des capitalismes, c'est la capacité de se réinventer. Les sociologues le montrent bien aussi. Et donc, c'est la capacité aussi à créer des marchés sur des éléments nouveaux. Et le changement climatique génère plein de nouveaux marchés potentiels, une commodification, comme on le dit. Et donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi par rapport à des enjeux comme ceci, on voit qu'il y a des réinventions de modèles, d'entreprises aussi. Et donc, automatiquement, la fin du capitalisme, non. Par contre, c'est vrai qu'il y a des réflexions nouvelles qui sont liées au changement climatique. On voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de doctrines économiques, par exemple, qui sont un peu remises à mal, en partie, par exemple avec une intervention de l'État plus importante. Qui aurait pensé qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, aurait vu le jour aujourd'hui, c'est-à-dire une nouvelle politique publique extrêmement large en termes de subventions, aussi liée au changement climatique et qui sort la planche à billets, beaucoup d'argent qui est mis sur la table, on parle aussi de contrôle de prix aussi. Et donc le changement climatique génère aussi des changements dans nos modèles économiques, dans notre perception de voir l'économie. Maintenant, la difficulté aujourd'hui, c'est que en général, le capitalisme est lié aussi à une concurrence, à un marché parfait, ou en tout cas une mise en concurrence clairement des entreprises. Et principalement, lorsqu'on pense à cette mise en concurrence, aujourd'hui, notre doctrine économique, elle nous dit qu'il faut essayer d'avoir une concurrence la plus juste, ce qu'on appelle le level playing field en anglais, c'est le fait d'avoir une concurrence qui ne serait pas liée à un certain nombre de distorsions. Et ces critères-là, en fait, n'incluent pas du tout des éléments climatiques, des éléments sociaux ou environnementaux, ou très peu. Et donc, quand on pense aujourd'hui à avoir une régulation qui permette d'avoir une concurrence, en fait, c'est une sorte de leurre aussi, parce que ce level playing field, il n'inclut pas les impacts climatiques, environnementaux en général, voire les impacts sociaux. Donc, pour répondre en 2 minutes, je pense que ce serait trompeur de penser qu'à cause du changement climatique, on va aller vers la fin du capitalisme. On pourrait imaginer une situation où en fait on va jusqu'au dernier dollar qui est extrait de pétrole et d'autres éléments. Maintenant, peut-être que oui, ça va évoluer et je pense qu'en tout cas, ça va modifier profondément le capitalisme. Tu es professeur en finance durable et donc j'ai un peu cherché sur la question. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots de quoi il s'agit et surtout quel type de recherche on mène dans ces secteurs de finance durable? Alors, la difficulté, c'est que comme souvent, lorsqu'on parle de durabilité, il y a plein de définitions différentes. En un mot, pour pas vous laisser là quand même, c'est l'application de principes ou de critères de durabilité à des questions de finance, des questions d'investissement. Mais derrière ces mots-là, en fait, il y a des visions très différentes. On est justement en train de mener une recherche sur cette question-là. On a interviewé 80 personnes. On a fait une sorte d'analyse en composantes principales d'un point de vue statistique qui nous a permis d'identifier 3 visions en 1 minute. Ces 3 visions de la finance durable en Belgique, c'est soit une vision vraiment transformative, des gens qui sont prêts à accepter des rentabilités en dessous du marché, qui sont plus liés à des valeurs fortes de durabilité. Ça, ce sont des acteurs financiers certains. Il y a une vision qui est plus une vision qui est à ce moment-là autour de ce qu'on appelle le business case, donc de faire de questions de finance durable vraiment un marché. Et là, on est plus dans des indicateurs, et donc on essaie de réfléchir à avoir un maximum d'indicateurs le plus précis possible, en fait, pour faire rentrer des dimensions
de durabilité, les fameux critères ESG, les SFDR, le CSRD, tout ça va nous donner plus d'indicateurs, mais en visant une rentabilité. Et puis il y a une troisième vision qui est une vision plus de gouvernance, où en fait, derrière la finance durable, on a un certain nombre d'acteurs, c'est minoritaire, mais je pense qu'en fait ça a le vent en poupe, qui voient la finance durable comme en fait un engagement actionnarial. C'est le fait de prendre par exemple des parts d'un certain nombre d'entreprises, d'aller à l'Assemblée générale et de dire, ben là, il est temps que vous sortiez des énergies fossiles par exemple. Et donc une vision plus d'engagement, plus de gouvernance aussi. Et donc c'est très large. C'est très très différent et les recherches elles peuvent porter à la fois sur l'élément durabilité de ça, avec des cadres plus traditionnels on va dire de sciences de l'environnement, d'économie écologique, vous avez Tom Voller qui intervient ainsi, mais ça peut être aussi des recherches purement financières. On voit qu'on a de plus en plus de chercheurs en finance on va dire traditionnels qui vont au classique, qui vont commencer à s'intéresser à ça comme un des secteur en fait, il y a quand même pas mal d'actifs sous gestion, comme on dit, d'argent qui est lié aujourd'hui à la finance durable. Aux États-Unis, on parlait d'un ordre de grandeur aujourd'hui de 30%, c'est quand même pas rien, des actifs sous gestion qui utiliseraient des critères ESG. Et donc là, il y a plein de chercheurs qui travaillent aussi sur ça, et puis on a même des sociologues qui vont analyser ça comme un nouveau champ, des anthropologues, etc. En fait, ta réponse me fait réfléchir. En fait, tu nous amènes un peu à cette question de multidisciplinarité parce que tu évoques différentes disciplines qui doivent contribuer, disons, à la question, à la définition de ce nouveau modèle. Est-ce que où est-on en fait dans ta discipline au niveau de multidisciplinarité? Est-ce que tu dirais que c'est déjà quelque chose d'acquis? C'est une prise de conscience, c'est déjà implémenté ou c'est encore à faire? On en est loin, je pense que on en est loin clairement. On a plus tendance aujourd'hui à avoir en fait des discussions disciplinaires, c'est-à-dire dans un congrès de finance, comme vous allez en avoir en Polytech aussi, on va avoir en fait un chapter ou une section qui est finance durable avec des financiers qui s'intéressent à ces questions-là. De la même manière des sociologues. On a quelques réunions vraiment finance durable aussi, mais c'est loin d'être acquis qu'il y a cet éclairage. Aussi à cause de la manière dont le monde académique fonctionne, on le sait, en fait, les évaluations, elles sont disciplinaires, c'est une évaluation en gestion ou en économie, c'est une évaluation en sociologie, et c'est très difficile de mener des recherches interdisciplinaires ou de trouver ces financements-là, parce que ça peut nécessiter d'être convaincant aussi bien pour les financiers que pour les sociologues, etc. Donc c'est encore peu le cas. Maintenant, c'est vraiment nécessaire, parce qu'en fait, si on veut vraiment comprendre les évolutions, et ce qui se passe dans les évolutions de finances durables, notamment au niveau européen, où il y a des choses qui bougent quand même assez vite, c'est aussi en fait des interactions entre les êtres humains, c'est des rapports de force, comme diraient les sociologues, c'est des champs théoriques qu'ils connaissent bien, et qui peuvent éclairer vraiment aussi sur les évolutions de ces termes, les conceptions, qu'est-ce qui est important. Donc en fait, cet éclairage interdisciplinaire, il est vraiment nécessaire, mais on n'est pas toujours équipé pour le faire. Oui, et pourtant, comme tu dis, c'est très nécessaire. Donc la crise climatique, je pense qu'on est tous d'accord, c'est vraiment un des défis plus importants que nous avons devant nous. Ça met un peu en question notre modèle de société. On sait en fait que ces transformations qui auront lieu amèneront à des inégalités. Avec Tom, on a abordé la question des compensations. Est-ce que tu penses qu'effectivement, c'est, disons, dans le pessimisme général, on peut avoir de l'espoir que ce soit une opportunité pour un changement? Et comment tu penses que la politique doit se réinventer en fait, pour faire face à cette situation et comment peut-on assurer que cette transition soit finalement juste? Ce qui m'a l'air assez certain, c'est que la politique n'est pas au niveau, entre guillemets, pour l'instant. C'est pas que c'est facile, je dis bien que ce sont des questions complexes. On parle de questions en termes de durabilité et de transition juste qui sont à nouveau interdisciplinaires, qui aussi sont sur des éléments qui émergent, qui se développent, qui changent, qui évoluent, qui sont complexes. Donc c'est pas une question facile. Mais cependant, les cadres aujourd'hui de politique publique, cadres de réglementation, de régulation, sont vraiment pas au niveau des attentes de ce que nous disent nos collègues en sciences climatiques, de l'évolution de ces phénomènes aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ceci? C'est mettre en place des politiques publiques
qui permettent d'avoir ce que nous on a appelé dans le cadre du comité de transition juste un État social écologique. C'est-à-dire en fait un lien entre les deux. Donc dans le cadre en fait d'une réflexion au niveau fédéral, ce haut comité de transition juste a rassemblé une vingtaine de personnes. J'ai eu le plaisir de le coprésider avec une sociologue flamande. En fait dans le cadre de ce comité, on a pu en fait voir qu'il y a déjà une triple injustice et qui fait que la question est compliquée mais nécessaire. C'est le fait qu'en fait les plus hauts revenus vont avoir tendance à contribuer plus, le fait que les premières personnes qui sont touchées sont souvent les populations aux plus bas revenus, les plus précarisés. On a des chiffres, tout ça c'est scientifique et on le voit en Belgique aussi. Et le fait que la participation démocratique, elle est plus faible pour les personnes qui sont les plus affectées et qui sont en fait à des niveaux d'éducation. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on a ces trois visions ou ce constat triple en fait, c'est mener un certain nombre de politiques publiques qui permettent d'aller vers cet état social écologique. Dans le cadre du rapport ou des rapports, il y en a deux, du Haut Comité de Transition Juste, on identifie en fait ces 8 grandes mesures. Pour le faire court, il y a par exemple 3 dimensions qui semblent importantes et qui sont possibles. C'est favoriser les politiques publiques qui vont combiner les deux, qui vont à la fois avoir traité des questions climatiques, mais aussi, en même temps, traiter des questions sociales, réduire des inégalités aussi. Pourquoi ? Parce que en combinant les deux, c'est plus efficient, parce qu'on peut sinon avoir des politiques climatiques qui vont engendrer plus de problèmes sociaux, et inversement. Et c'est aussi plus efficace, parce qu'en fait, sinon, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Et donc, combiner les deux, et verdir des politiques sociales, quand on a des compensations sociales, vous en parliez il y a quelques minutes aussi, on se rend compte que en fait c'est important aussi de penser à l'impact environnemental et inversement lorsqu'on a des politiques environnementales, les socialiser ou les rendre plus sociales aussi. Et donc il y a plein d'éléments, s'assurer qu'on a un État qui a en fait des politiques qui permettent aussi de donner des marges suffisantes aux personnes pour faire face à ces évolutions-là. Assurer, c'est en fait une sécurité sociale qui inclut ces dimensions-là aussi. Et donc l'État a un rôle central. Il n'est pas le seul, ce n'est pas que l'État, c'est ce qu'on appelle aussi la société civile, les acteurs sociaux, les entreprises qui ont un rôle essentiel à jouer, les syndicats, les associations, donc c'est l'ensemble, en anglais le state est beaucoup plus large que ce que nous on le dit en français, mais par contre c'est certain que s'il n'y a pas des règles du jeu qui font que tout le monde est aligné, qui créent des incitants qui permettent aux acteurs, ou qui poussent les acteurs d'aller dans la même direction, on n'y arrivera pas. En fait, je trouve très intéressant que tu parles différents acteurs. L'ULB, toujours été une université très liée à la société et disons aux problématiques sociétales. Quel rôle tu vois pour l'ULB en fait pour peut-être être à l'avant-garde des changements qu'on va et aussi en fait avoir une influence sur les changements qu'on va avoir? Quel est l'impact, disons, qu'on peut avoir en termes d'enseignement, de recherche au sein de l'ULB? Si on reprend les 3 missions, ça fait très classique, mais ça nous permet de structurer la question. Sur la question de l'enseignement, on a attendu. En fait, ce qui est intéressant, je pense que j'imagine que c'est la même chose en Polytech, on est vraiment attendu par les étudiants en termes de contenu pédagogique, d'avoir un contenu pédagogique qui colle à la réalité évidemment, mais qui permet aussi d'équiper les étudiants pas uniquement ou peut-être même pas principalement en connaissances, mais plutôt en compétences. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir penser, évoluer aussi dans un monde qui évolue, qui est complexe, avec des grandes tendances, des méga tendances qui vont leur tomber dessus. Et donc il y a cette question d'enseignement où en fait, moi je le vois vraiment comme répondre aussi à des attentes et en fait inscrire clairement plus fortement les questions de durabilité forte en tout cas dans les enseignements aussi. En termes de recherche, on a un rôle énorme quand on voit encore les chiffres aujourd'hui au niveau du grand public sur en fait quelles sont les connaissances ou qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que les gens savent. À la fois on a un rôle de produire des connaissances qui sont liées à ça, des analyses, prévoir des impacts, expliquer les effets d'interaction dont on parlait par exemple dans des secteurs. Et aujourd'hui, c'est essentiel qu'on parle vraiment evidence-based, que le discours académique porte sur finalement qu'est-ce que nous montrent les chiffres et qu'on reste, alors que les réseaux sociaux ont tendance sans doute à créer des bulles
à aussi quelquefois remettre en question la parole scientifique, je pense qu'il y a un enjeu qui est essentiel sur ça, et c'est un enjeu essentiel pour notre université qui est vraiment un acteur important sur ceci. Et puis il y a tout ce qu'on appelle, côté de ces recherches, les services à la communauté, plus largement. Et là, on est évidemment très attendu aussi parce que, et je pense que particulièrement les enseignants qui travaillent sur cette thématique-là, parce qu'il y a des attentes sociétales, pas uniquement les étudiants, mais aussi les associations. Je pense que vous en avez aussi beaucoup en Polytech, mais des associations, des acteurs de terrain, des entreprises qui viennent nous voir. Et évidemment, c'est peut-être pas la première chose auquel on pense quand on est professeur. On est souvent évolué sur notre recherche. Maintenant, il y a des avis pédagogiques et tout l'enseignement, mais le service à la communauté reste malheureusement un petit peu le parent pauvre quelquefois. Et alors que là, on peut avoir un vrai impact, parce qu'on fait notre recherche, on passe un temps fou à faire des recherches qui sont précises, qui sont structurées, qui sont de qualité, et puis après les disséminer au grand public. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité aussi à aller plus loin sur ceci. Et interagir, avoir des interactions qui peuvent aussi bénéficier aux recherches et avoir des recherches qui sont pertinentes par rapport à ceci. Moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment au jour le jour dans mon activité. Oui. En fait, ça m'amène peut-être à ma dernière question. Je pense que dans ta réponse, il y a cet élément un peu de tension entre la nécessité en fait, de communiquer de façon compréhensible ces défis, les solutions, s'il y en a, et par contre, cette tendance à rendre parfois ces messages trop simples, cette approche un peu simpliste. Comment peut-on en fait transmettre la complexité? C'est une grande question, peut-être c'est vraiment très large, mais autre que ton excellence scientifique, tu es aussi connu pour ton engagement. Comment tu fais face à cette complexité, disons? Il n'y a pas de recette miracle, et c'est vrai que la difficulté, c'est lorsqu'on est dans la communication scientifique. La première chose que nous disent les communicants, c'est simplifier votre message. C'est trop complexe. Et la première chose, l'académique a vouloir tendance à nuancer. Tu vois ma question sur la finance durable, c'est complexe, il y a différentes visions, etc. Et en fait, on se parle entre nous. Du coup, et donc il y a vraiment cet équilibre entre la rigueur scientifique, le fait de dire, écoutez, c'est complexe, il faut tenir compte de ça, mais quand même avoir des messages qui sont clairs, qui sont vraiment, et ça c'est un exercice, ça prend du temps aussi, développer ce genre de compétences, et je pense que c'est essentiel de du coup avoir des interactions structurées. Moi, depuis un moment, je suis quand même assez actif dans une association européenne, par exemple sur la finance durable, Finance Watch, qui est en fait une association de membres avec des ONG, beaucoup d'académiques aussi, des syndicats, plein d'acteurs qui sont intéressés par les questions de finance au niveau européen. Cette implication-là permet vraiment d'être lié au dossier européen, de les suivre. Et donc, c'est vraiment un win-win, parce que du coup, je suis vraiment toute l'actualité européenne, mais aussi de pouvoir avoir des interactions en leur disant, mais OK, soit c'est votre activité, cette association a plus de 20 personnes, vous savez, nous, les débats académiques, ils disent que la finance impact, en fait, oui, ça peut marcher, mais c'est pas toujours plus rentable. Et donc, de pouvoir avoir cet engagement qui peut être un cercle vertueux. C'est du temps, mais c'est ce cercle vertueux-là, et tout en gardant, en fait, la rigueur scientifique. Et c'est pas évident, il n'y a pas de recette magique, mais si nous, on ne le fait pas, c'est vrai qu'on a tendance, du coup, à avoir une voix qui n'est plus du tout liée à l'évidence. Et quand on voit la question climatique, c'est assez inquiétant, en tout cas ces dernières semaines, ces derniers mois, de voir la place que prennent des scientifiques qui sont extrêmement minoritaires des climato-sceptiques, par exemple, sur la place publique. Et c'est beaucoup plus le cas ces dernières semaines, ces derniers mois qu'avant. Et donc, par rapport à l'état de la communauté scientifique, qui peut avoir eu tendance à être très modéré, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se joue et cet engagement reste vraiment indispensable. Merci beaucoup pour ce message qui, je pense, conclut parfaitement notre discussion. Merci encore pour avoir accepté l'invitation et à une prochaine fois. Avec plaisir. À bientôt.